Bon, on va faire un petit peu d'histoire du droit à propos de la législation concernant les personnes LGBTQI+, avec Maître Juri Cardozo, avocate spécialisée en droit des personnes et au droit de la famille. Elle est donc avocate au barreau de Toulouse. Il est communément acquis que la Révolution est une période charnière. Je vais y arriver, est une période charnière donc en matière de progression du droit des personnes LGBTQI+. Vous allez vous apercevoir en écoutant Maître Juri Cardozo que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça dépend si on se place du point de vue du droit pur ou si on se place du point de vue des pratiques. C'est-à-dire qu'il y a eu la fin d'une persécution d'État envers les personnes homosexuelles. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'il y a eu une dépathologisation. Il y a toujours, à ce moment-là, et jusqu'à très récemment, on a toujours été pathologisé. On était quand même considéré comme maladie mentale. Comme maladie mentale. Oui. On était quand même, on était criminalisé. On pouvait être poursuivi du simple fait d'avoir commis un acte sexuel homosexuel. Mais on n'avait pas et jusqu'à récemment, et on se bat encore, on n'avait pas le droit à exister pleinement dans tous nos domaines de notre vie privée et publique et à être protégé en tant que tel, le droit à être reconnu en tant que couple, le droit à être parent, le droit à ne pas être parent aussi, le droit... On n'a pas... C'est-à-dire aucun droit civique, quoi, si on peut dire. Alors, des droits civiques, on en avait, mais des droits spécifiques du fait de notre orientation sexuelle et le droit à une protection de ce fait, on n'avait pas et on n'a toujours pas. On n'a toujours pas, il y a des choses qui n'ont pas évolué. Il y a plein de choses qui n'ont pas évolué, oui. Des choses comme quoi? Le droit à la parentalité pour les personnes homosexuelles, le droit à la procréation pour les personnes transsexuelles. Une personne transsexuelle, on lui dénie le fait d'avoir un corps procréatif. Et si malgré tout, cette personne procrée alors qu'elle a eu un changement au niveau de l'état civil, eh bien elle ne pourra pas se prétendre le parent de l'enfant qui est né. Ou alors elle devra passer par des procédures alambiquées où elle aura une reconnaissance en se faisant reconnaître comme un beau-parent impliqué. D'accord. Depuis 1982, le fichage des personnes LGBTQI+, s'est arrêté. C'est quelque chose qui avait été instauré durant la monarchie de Juillet. C'est une exception française, ce genre de législation restrictive qui dure aussi longtemps. Alors le fichage a repris, c'est-à-dire que l'orientation sexuelle, c'est pas l'orientation sexuelle, c'est l'homosexualité qui peut être relevée par les gendarmes dans le cadre des procédures et rentrer, c'est une case type, dans un de leurs fichiers. D'accord. Et la CNIL n'a rien trouvé à redire à ce niveau-là? C'est bizarre quand même. La CNIL n'a rien trouvé à redire à ce niveau-là, non. Dès lors que ce n'était pas un fichier spécifique et qu'il ne s'agit pas de fichier l'orientation sexuelle, sauf que c'est une donnée qui est fichée et qui est enregistrée. Donc c'est une donnée qui peut être recoupée par les gendarmes. Qui peut être recoupée par les gendarmes, ouais. Quand on pense un peu à l'exemple à l'étranger, on pense notamment à la Russie et au fait qu'il ne fait pas bon d'être une personne LGBT là-bas. Est-ce que vous croyez que des mesures telles que celles qui sont appliquées là-bas, à savoir l'interdiction de la sensibilisation à l'homosexualité en elle-même, est-ce que vous croyez que ce serait quelque chose qui serait compatible avec notre droit ou pas? Alors ce serait complètement compatible avec notre droit puisque l'éducation affective et sexuelle permettant notamment la promotion de tout type de relations, y compris des relations non hétérosexuelles, est inscrite dans aucun texte. Donc c'est absolument pas protégé. Là-dessus, et on voit d'ailleurs que la Manif pour tous et leurs ersatz continuent à se battre régulièrement pour retirer tout un tas de livres, des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, des bibliothèques des écoles, et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont le droit et qu'il peut y avoir une interdiction là-dessus. Ce qui va un peu au-delà en Russie, c'est qu'il y a une persécution qui est organisée par l'État des personnes homosexuelles et se revendiquant en tant que telles. Il y a les personnes homosexuelles qui ont des enfants qui peuvent se voir, leurs enfants sont retirés, sont placés, voilà, donc c'est organisé, c'est un peu plus profond. C'est très compliqué, c'est très délicat de comparer, de dire voilà, c'est horrible ce qui se passe ailleurs, est-ce que ça pourrait arriver ici? En fait, cette discussion, on pourra l'avoir le jour où, ici, on sera protégé et on pourra être protégé quelle que soit la façon dont on vit notre orientation sexuelle, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a un type de personne qui est admise et le reste non, c'est-à-dire que pour faire famille, c'est possible, mais ça doit être dans le cadre d'un couple marié. Pour qu'une personne puisse se revendiquer trans et obtenir la protection due
à son orientation, elle doit avoir entamé un parcours de transition. Ce parcours de transition, il doit être validé. Pour l'instant, c'est pas normal et ça me permet. Enfin, moi, je considère que c'est pas normal. En tout cas, ça permet pas l'épanouissement total des personnes dans toutes leurs différences. Et à partir du moment où on n'a pas ça, on ne peut pas comparer avec le pire. C'est-à-dire qu'on dirait, voilà, effectivement, c'est moins pire aujourd'hui de vivre en France que de vivre en Russie quand on est homosexuel. Ce n'est pas pour ça que quand on est en France, on peut très facilement vivre sa vie de façon ouverte et épanouie. Quelque chose de bien précis comme un parcours de transition. Oui. Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui n'est pas assez encadré ou qui est beaucoup trop encadré au contraire ? Je ne pense pas que la question elle soit celle de l'encadrement. Je pense que c'est celle de l'accompagnement. Un parcours de transition aujourd'hui en France, alors je ne suis pas concernée, donc d'autres en parleraient beaucoup mieux que moi. Mais, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de... J'accompagne en tout cas des personnes et puis des amis à moi aussi, on fait un parcours de transition. Mais déjà, la première chose, c'est que dans le cadre du parcours de transition, l'accès à des techniques médicales accompagnant la transition selon le souhait de la personne qui va faire son parcours, eh bien cet accès-là, il est conditionné. Et il est conditionné avec des conditions qui sont pas logiques, voire qui ne sont pas légales. C'est-à-dire que récemment, là, j'ai déposé un recours, notamment contre la CPAM de la Haute-Garonne, parce qu'elle refuse de prendre en charge certains actes, alors qu'il n'y a aucune raison de le refuser. Parce qu'ils considèrent que c'est de la chirurgie esthétique et que, étant de la chirurgie esthétique, ça ne rentre pas dans le domaine de chirurgie thérapeutique et donc ils n'ont pas le prendre en charge. Donc ça rend difficile les parcours, c'est-à-dire que ce sont des parcours qui vont être rendus difficiles parce qu'il va falloir justifier de sa transition au moment où on va faire une demande alors en général ça commence par une demande de changement de prénom. À ce moment-là, eh bien, ça ne peut pas être automatique, il faut remplir des conditions, il faut les démontrer. Donc selon les villes, c'est les officiers d'état civil qui s'en occupent, et bien selon les villes, ça va être plus ou moins facile. Et il y a des moments où ça se passe bien et d'autres pas du tout. On voit qu'à Toulouse, par exemple, en ce moment, il y a tout un tas de refus. Et une des raisons qu'on voit revenir de refus, c'est si les personnes souhaitent garder parmi tous leurs prénoms, leur prénom d'origine. Parce que c'est considéré, semble-t-il, par l'état civil de Toulouse comme quelque chose pas logique dans un parcours de transition, donc pas acceptable, donc on refuse le changement de prénom. Or, quand on a un prénom qui ne correspond pas à son genre social, à son genre visible et revendiqué, c'est très difficile. Et c'est très difficile dans la vie quotidienne, dans plein de domaines. Et donc, c'est pas une question d'encadrement. C'est une question de banalisation et de permettre à chacun et chacune, tout un chacun, d'avancer au rythme qu'il le souhaite et d'aller où il le veut et de pouvoir accompagner tranquillement ces transitions. Bien, ça, c'est pas possible. Et donc, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se soumettre à des traitements qu'ils n'auraient pas souhaités ou qui ne vont pas pouvoir accéder aux traitements qu'ils souhaitent, qui ne vont pas pouvoir accéder à la chirurgie voulue, qui vont devoir patienter avant de pouvoir rentrer dans une formation, par exemple, parce que c'est compliqué d'entrer dans une formation quand on n'a pas le prénom qui correspond. C'est toutes ces choses-là. Mais est-ce que pour autant, est-ce que ça les décourage, ces personnes-là, est-ce que ça les décourage pour autant de vous solliciter et justement de prendre la parole à ce sujet ou pas ? Vous avez l'impression que tout est fait pour les décourager en quelque sorte, ça marche. Alors ça marche, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société inclusive et le droit ne vient pas protéger ça. Moi je ne connais pas de personnes qui n'ont pas fait le choix de la transition à cause de ça. Il doit certainement y avoir, ça doit exister, il doit y en avoir, mais ce qui est sûr c'est que ça crée beaucoup de souffrances, d'isolement, qui peuvent aller jusqu'à des tentatives de suicide, qui peuvent aller jusqu'à... Enfin c'est catastrophique, c'est-à-dire que on met des bâtons dans les roues. Ces questions-là, elles sont posées, on le sait, mais dans le domaine de l'homoparentalité, c'est pareil. Si vous voulez, c'est pas des problématiques qui ne sont pas connues. C'est un choix de ne pas les avoir traitées à la hauteur des enjeux sociétaux. C'est un choix. C'est un choix d'encadrer. Et d'encadrer en disant que l'État doit venir valider chaque étape et doit dire ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas, permettre des prises en charge par la sécurité sociale ou pas. Et les choix auraient pu être complètement différents. Et ces choix-là, pour l'instant, ils ne vont pas bouger. On n'est pas dans le sens d'une ouverture là-dessus. C'est-à-dire que les personnes transsexuelles et intersexes aujourd'hui sont mis dans une situation dans laquelle étaient mises les personnes homosexuelles il y a 10-15 ans, qui est dans une situation où ils sont tolérés.
Mais la tolérance ne veut pas dire le droit à exister pleinement dans tous les aspects de sa vie et de sa vie personnelle.